Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de l'Instant Cosy. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Bailly, General Manager de Locala, qui est une plateforme publicitaire spécialisée dans différents canaux et notamment l'un d'eux, le geofencing. Bonjour Adrien, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va pas mal. Ouais, alors écoute, je suis très content de t'avoir ici parce que en fait, tu es le 8e épisode et c'est aussi le dernier épisode de l'année 2025. Et en fait, voilà, les différentes agences, les différentes plateformes avec qui, les différentes personnes avec qui j'ai pu parler, et on a touché le CRM, on a touché le média, etc. Et un des sujets que j'avais pas encore touché, c'était le geofencing. Et je sais que, aussi en parlant avec toi, qu'une des spécialités de Locala est reliée par rapport à ça. Mais avant d'aller là-dedans, j'aimerais bien savoir un peu plus qui es-tu, comment t'en es arrivé à être General Manager de Locala Canada, et après on ira un peu plus loin dans le sujet. D'accord. Alors, il y a beaucoup un peu de hasard dans tout ce qui s'est passé dans ma vie, mais pour la faire courte, je vais essayer d'être un peu structuré. J'ai commencé à avoir des expériences professionnelles plutôt d'un point de vue sales. Donc ça va être plus pour les Français, mais par exemple j'ai travaillé chez Michel et Augustin. Donc concrètement je vendais des petites boîtes de gâteaux. Ensuite, j'ai eu des expériences de marketing, donc dans des grosses boîtes en France comme chez Bouygues Télécom. J'avais besoin d'avoir plus d'impact en fait sur ce que je faisais, et donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de retourner en fait dans des petites boîtes un peu comme Michel Augustin. Sauf que je voulais quitter en fait la partie produit. Bon, au final, je me suis retrouvé comme pour mon premier job, j'ai travaillé pour les parfums Christian Dior. Donc, c'était exactement l'inverse de ce que je m'étais mis dans la tête, à savoir continuer à vendre des produits. Et c'est limite encore plus traditionnel que chez Michel Augustin, qui était une start-up en fait dans l'agroalimentaire, parce qu'en fait, je m'apercevais que je vendais les mêmes parfums que certaines personnes qui étaient chez Dior depuis 30 ans. Donc, je te donne un exemple. Eau Sauvage, le parfum est sorti en 1966, en soi c'est le même produit, bref. Et à ce moment-là, j'ai un de mes très bons amis qui rentrait donc dans la publicité digitale. Il s'appelle Martin Jaglin, il est connu parce qu'il a monté notamment le site Mon Petit Gazon, MPG, donc voilà, du fantasy football. Et je me souviens, il avait rejoint à l'époque Mille Merci, et il me disait waouh, il y a un truc qui explose en ce moment, c'est la pub sur Internet. Donc c'est tout petit encore, mais ça a des croissances de malade, etc. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Adverline, qui est propriétaire du site société.com. Et là, tout de suite, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça évoluait tout le temps. Ensuite, je suis allé plus sur la partie mobile qui explosait avec la promotion d'applications chez AppGratis. Je suis passé par My Little Paris aussi. Et puis, donc là, je suis chez Locala depuis plus de 10 ans maintenant, où j'ai commencé chez Locala à Paris. Ensuite, je me suis occupé du bureau des UK à Londres. Et j'ai atterri au Canada en 2018 pour ouvrir le bureau canadien, enfin les bureaux canadiens, parce que maintenant, on a aussi un bureau à Toronto. Et du coup, là, t'as voyagé, t'as été entre la France, maintenant au Canada, t'as fait différentes industries. Donc j'imagine tout ça fait qu'aujourd'hui Locala est ce qu'il est aujourd'hui du moins au Canada. Ouais. Et voilà. Et en fait, que fait Locala en fait en tant que tel? On en a parlé, c'est une plateforme publicitaire, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Ouais. Et voilà. Enfin, et qu'est-ce que vous faites et pourquoi aujourd'hui on parle de geofencing aussi? Ouais, d'accord. Alors, j'essaie de pas tomber dans le piège de rentrer dans tous les détails, sinon on va être complètement perdu. 100%. Après, on va aller dans des questions un peu plus techniques, mais si on prend un peu de hauteur, notre job, c'est d'optimiser les performances des campagnes omnichannel. Donc voilà, ça peut paraître simple. Ensuite, c'est plus compliqué dans les faits. Mais donc, c'est ça notre métier. Et notre particularité, c'est de booster les performances des campagnes omnichannel en dopant nos campagnes nationales de local.
Alors, plus concrètement, c'est au lieu de faire la même campagne partout au Canada, c'est en faire des centaines, voire des milliers à l'échelle ultra locale, en comprenant les spécificités, les aspérités de chaque région, de chaque ville, voire de chaque code postal. Voilà. D'accord. Et ça permet de booster les perfs. Est-ce que et juste, pardon, pour clarifier les choses, quand je parle omnichannel, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on fait chez Locala? On diffuse des publicités que vous allez voir sur votre smartphone, sur le téléphone intelligent, sur le desktop, les ordinateurs, en digital out of home de plus en plus, donc les panneaux que vous voyez dans le métro, dans la rue, de la connected TV, donc pas besoin d'expliquer ce que c'est, et même de l'audio. Voilà. Ça, c'est ce qu'on fait concrètement, mais la grosse différence, c'est de la manière dont on le fait, de notre méthodologie Locala, parce qu'en fait, il y a beaucoup de tech chez nous, mais la grosse diff, c'est une philosophie, une méthodologie qui a porté ses fruits depuis 10 ans et qui marche très bien. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer justement qu'est-ce qu'est cette philosophie-là et en quoi c'est relié au geofencing? Je suis sûr qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui nous écoutent et qui ne savent pas vraiment ce que c'est le geofencing, etc. Est-ce que tu arriverais à le... Bien sûr. Alors c'est amusant parce que donc je ne trahis pas un secret, mais tu m'as envoyé certaines questions avant l'interview et heureusement pour que ça soit plus intéressant. Je me suis amusé parce qu'en fait, quand on en fait tous les jours, au bout d'un moment, on sait plus ce que c'est le geofencing parce que ça paraît tellement évident. Bref, je suis allé sur ChatGPT ce matin et j'ai tapé peux-tu me donner une définition du geofencing? Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, la définition de ChatGPT du geofencing, c'est de dire le geofencing, c'est assez simple. C'est en fait identifier une zone par rapport à un POI, donc je sais pas, par rapport à un magasin. Et une fois que... Un POI qui a un point d'intérêt. Ouais, tu as raison. Donc un point d'intérêt, ou allez, on va prendre un exemple simple, un restaurant McDonald's. Donc créer une zone, et une fois qu'un appareil connecté, un smartphone, rentre dans cette zone, automatiquement qu'ils reçoivent quelque chose. Donc en l'occurrence, de la pub. Okay. Et comment ça marche techniquement grâce aux tech de GPS, de Wi-Fi et puis de Bluetooth. Okay. Ça, c'est la définition de ChatGPT et de beaucoup d'acteurs sur le marché. Malheureusement, entre guillemets, parce qu'en fait, concrètement, le geofencing, pour beaucoup d'acteurs, c'est... identifier donc un point d'intérêt, restaurant McDonald's, et faire un rond autour, ok. Et une fois que les personnes rentrent dans le rond, boum, leur shooter une pub, ok. Nous, notre définition, et c'est pour ça qu'il y a vraiment une philosophie, une méthodologie qui est très différente chez Locala, c'est d'aller beaucoup plus dans le détail et en fait de comprendre que il faut identifier des zones plus ou moins affinitaires avec les marques. Je te donne un exemple très concret. On continue sur le McDo. Tu vas avoir beaucoup d'acteurs. Ok, ils vont prendre la liste des différents McDonald's, ils vont faire un rond autour et ils diffusent la pub quand les gens sont dans un radius, par exemple, de 500 mètres. Et ben en fait, nous, on s'aperçoit que parfois, c'est contre-intuitif. Et parfois, tu t'aperçois que les zones qui sont les plus proches du McDonald's sont pas les zones forcément les plus affinitaires avec le McDonald's. Et comme nous, notre tech, elle nous permet d'identifier où habitent les gens qui se rendent chez McDo, et ben en fait, on s'aperçoit que parfois, il faut plutôt diffuser à des endroits beaucoup plus lointains du McDo que proches du McDo pour avoir des bonnes perfs. Voilà. D'accord. Donc ça, parce que du coup, pour revenir un peu à ce que tu disais au début, c'est normalement, le geofencing, on se doute que c'est quelque chose, c'est relié autour d'un centre d'intérêt. Donc ici, tu as pris l'exemple du McDo. Mais la différence que fait Locala, en fait, c'est que vous allez plus loin que ça. Vous allez essayer de comprendre, en fait, d'où est-ce que vient mon consommateur et essayer d'aller le targeter plus proche de où est-ce qu'il habite, potentiellement, son cheminement, en fait, jusqu'à ce point-là, pour potentiellement en fait le pousser à aller au final au McDonald's par exemple. Ouais. Mais en fait aussi il y a je vais éviter de tomber dans ce travers là parce que là bon c'est un peu mes premiers amours le drive to store et donc là je parle d'un McDo et des gens qu'on va faire venir dans le McDo. Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le geofencing c'est pas réservé au mobile par exemple et c'est pour ça qu'en fait la définition de ChatGPT pour moi elle est mauvaise parce que donc là on dit ok appareil connecté, tu rentres dans le rond, boum, tu reçois la pub. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le geofencing permet de mieux acheter, c'est ce que je t'ai dit en introduction, toutes les campagnes omnichannel. Ça va te permettre de mieux acheter des panneaux de digital out of home, de mieux acheter de la connected TV, de mieux acheter de l'audio et compagnie et compagnie. En fait, comme je te disais, nous, notre job, c'est d'analyser les zones les plus affinitaires
avec une marque. Okay, donc, imaginons, je sais pas moi, qu'on fasse des campagnes pour Desjardins ou pour RBC. Ça va pas forcément être du drive to bank. Non, on va plutôt s'intéresser, par exemple, à certains critères, plus démographiques. Donc, est-ce que on veut cibler, par exemple, des familles avec enfants, ou on veut cibler des gens qui ont un certain âge et qui pensent déjà à travailler sur leur retraite, etc. Et là, le geofencing va nous aider à comprendre qu'en fait, c'est tel code postal qui a le plus d'affinité par rapport à cette audience. C'est là où les gens habitent, en fait. En fait, j'aurais dû te dire ça. Nous, notre métier, c'est d'aider les marques, d'aider les annonceurs en leur disant « Je sais qui est ton client et je sais où il se trouve. » D'accord. Et toute cette data-là, ça, c'est quelque chose que c'est via la technologie que vous avez créée, ou c'est via un écosystème que Locala s'est bâti au fur et à mesure? Alors, en fait, pour faire simple, on va travailler avec 3 datasets. Okay. Donc, on va avoir le dataset de data mobile, mobility data. Donc là, concrètement, comment ça fonctionne? Donc, on a un téléphone, on a installé donc un SDK dans des milliers d'apps, et ça nous permet de connaître l'historique de localisation. Okay. Pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on est capable de savoir, de connaître les déplacements de 16 millions de personnes au Canada. Ça représente 40% de la population. Ensuite, on va avoir tout ce qui est la data de recensement. Okay, donc la census data. Et donc là, ça va nous permettre justement de cibler en majorité les gens qui ont des enfants, les gens qui gagnent plus de 50 000 $ par an, les gens qui parlent en français, qui parlent en anglais, etc. Et troisième point, c'est la data online. Okay, et donc ça va nous aider beaucoup à comprendre, par exemple, on pourrait prendre l'exemple de Decathlon. Decathlon, on va être capable d'identifier quels sont les codes postaux où Decathlon a une très forte part de trafic online sur son site internet par rapport à ses concurrents comme Sport Expert, par exemple. Okay, et on est capable de voir aussi où ils sont pas bons. Okay, et ensuite, on est capable aussi de voir que parfois, ils ont beau être bons sur leur site internet, ils sont pas très bons en part de trafic dans leur magasin. Donc, ça nous permet en fait, encore une fois, de voir quelles sont les différences de réalité sur le terrain, code postal par code postal, pour adapter nos stratégies médias. D'accord, très clair. Et là, tu parlais de 16 millions, là vous avez accès à tous ces datasets, etc. Ouais. Et tu vois peut-être où est-ce que je vais en venir, mais en termes de consentement, etc., de consent, ça j'imagine que c'est quelque chose qui est au niveau du dataset qui a été déjà mis en place. Donc aujourd'hui, vous dealez qu'avec de la data consenti en fait. Ouais, tout à fait. Okay. Donc c'est consenti. Alors juste parce que je te l'ai pas dit aussi, mais donc Locala, on est global. On a des bureaux en Europe. Là, on est en train d'ouvrir Dubaï. On est aux États-Unis. On ouvre l'Amérique du Sud, etc. Bref. Moi, je considère vraiment que Locala, c'est canadien parce que c'est dans mon prisme, mais parce qu'il y a une grosse partie de la tech aussi qui est développée ici. Ça, c'est une grande fierté. Mais je te dis en fait qu'on vient d'Europe. Je te l'ai dit, j'ai commencé il y a 10 ans chez Locala à Paris. Et ça a été une force parce qu'en fait, on a été les premiers à être impactés par les lois sur la privacy en termes de data et notamment le GDPR, RGPD. Okay. Donc nous, ça nous a permis de nous staffer, d'avoir une équipe juridique là-dessus pour être sûr d'être compliant là-dessus. Et donc ça nous a aidé ensuite à être compliant sur les nouvelles lois de privacy qu'on a vues en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, donc aux États-Unis, au Canada. Voilà. Et concrètement, oui, c'est de la data qui est avec un consentement, c'est de la data anonyme, et enfin, c'est de la data agrégée, donc c'est des groupes. Voilà. Okay. Donc là-dessus, on est clean, mais tu vois, par exemple, tu sais que tu joues au paddle, ma Locala va être capable de savoir que y a un device ID qui va 2 fois par mois dans un centre, un POI qui est un club de paddle, donc pour les fêtes de Noël ou Black Friday, je vais cibler ce device ID en proposant des raquettes de paddle, et entre guillemets, pour être vulgaire, on s'en fout que ça soit Hugo. Ce qui nous intéresse, c'est une personne, limite que ce soit une femme ou un homme, qui va dans ce centre de paddle, qui est un joueur de paddle, et qui potentiellement va être intéressé pour acheter une raquette Babola de paddle. Oui, et au lieu qu'il soit spammé par des ads qui lui correspondent pas, là il a quelque chose qui est customisé et qui match exactement son intérêt. On essaie de faire au maximum, en tout cas, clairement. Je voulais passer sur une autre question aussi, parce que le geofencing, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées fausses reliées à ça.
Et donc, du coup, je voulais savoir un peu, c'est quoi, avec ton expérience, surtout les 10 dernières années que tu as fait chez Locala, c'est quoi souvent les idées fausses fréquentes que tu reçois? Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques-unes et peut-être nous démystifier ce mythe? Ouais, bien sûr. Donc, il y en a plein. La première, c'est ce qu'on voyait dans la définition de ChatGPT, c'est le geofencing, c'est que pour le mobile. Bah non. Tu vois, ça va nous aider à acheter du digital out of home. J'aime bien les exemples, donc je t'en donne un. Parfait. Ça tombe bien, je savais que tu aimais bien les exemples. Imagine, tu fais une campagne pour Sephora. Okay. Ça va être du digital out of home, donc encore une fois les panneaux qu'on voit dans la rue, dans le métro, etc. Sephora te dit bon bah voilà, moi je veux cibler les femmes entre 25 et 45 ans qui aiment le maquillage, ok. Plutôt logique. Est-ce que tu trouverais ça pertinent, même si c'est du digital out of home, d'acheter un panneau en sachant pertinemment qu'il n'y a jamais cette audience de femmes entre 25 et 45 ans qui aiment le maquillage, il y en a 0 qui passe devant ce panneau tous les jours. Ça serait un peu con quand même. Ouais. Bon bref. Donc nous, on a cette data. Avant même la campagne, on est capable de savoir, notamment donc avec, je remonte mon téléphone, mais avec l'historique de localisation des gens, on est capable de savoir qui voit les différents panneaux. Et on va ajuster et on va acheter les panneaux qui permettent d'exposer les bonnes personnes pour après amener potentiellement des gens sur le site internet de Sephora pour faire de la notoriété, pour les faire venir en magasin, etc. Donc là, c'est une application très concrète du geofencing hors du mobile. Voilà. Mais pareil pour la Connected TV. Tu vois, donc ça c'est le premier point important, mais enfin qui est fondamental. Ensuite il y en a un autre, c'est compliqué de geofencing. Alors effectivement ça peut être compliqué si t'as pas d'expérience, si t'as pas la bonne tech, etc. Nous on est très fort là-dessus et donc non c'est simple et on arrive notamment avec l'utilisation de l'AI, mais je t'en parlerai un petit peu plus tard, mais à arriver à faire des milliers de campagnes hyper spécialisées sur chaque code postal et évidemment on va pas le faire manuellement parce que c'est humainement c'est plus possible. Donc ça c'est encore c'est encore faux. Et puis ensuite, là c'est un peu moins le débat, mais il y a aussi des personnes qui pensent que il y a de la data plus ou moins précise qui existe sur le marché. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les acteurs ont accès à la même data. Ensuite, c'est qu'est-ce que tu vas sélectionner comme partie de data et surtout comment tu vas digérer toute cette data pour en faire des insights activables. Donc ça, c'est la grosse différence. Et t'as pas aussi un autre... et là, je te parle vraiment d'expérience, etc. Enfin, une autre idée reçue potentiellement en geofencing. Souvent, les clients... Tu sais, pas tous les clients sont digital savvy, etc. Et ils essayent de comprendre un peu l'attribution, en fait, du geofencing. Comment le geofencing, en fait... Comment on arrive à avoir cette corrélation entre une campagne geofencing et le pousser vers un drive to store, VS, en fait, c'était juste un comportement naturel du consommateur d'aller acheter son make-up Sephora, par exemple. Ouais, bien sûr. Écoute, donc t'es pas le premier à poser cette question, évidemment. Et en fait, moi, ça me rappelle quand j'ai commencé chez Locala il y a plus de 10 ans à Paris. Où on s'est pris cette même question en pleine tête. Non, mais surtout, en fait, ça nous est arrivé quand on commençait à travailler avec McDonald's via l'agence OMD, parce que ce qui est important, c'est qu'on fait 99% de notre business avec les agences médias, donc on va travailler, tu vois, au Canada avec Publicis, avec Cossette, Adviso et compagnie. Et donc, on fait une campagne où là, ils voulaient faire du drive to store. Et les gens de chez McDonald's, donc on leur dit, bon bah voilà, on a fait la campagne, on a ciblé les gens qui aiment bien aller dans les restaurants QSR, Quick Service Restoration. On a ciblé les gens qui vont chez Subway, on a fait du competitor conquesting, etc. Et puis donc, on a généré, 20 000 visites, ce qui représente 4% de taux de visite sur les gens qui ont vu la pub. Ok. Donc là, on est content, on se dit que c'est plutôt pas mal. Et puis, l'équipe de McDo nous dit, ah ouais, 4% et c'est bien ou c'est pas bien? Et là, c'est vrai qu'on se regarde entre nous, on se dit, ouais, bonne question là, on avait l'air un petit peu bête.
Et donc, effectivement, on s'est dit, ouais, mais si ça se trouve, naturellement, il y a 4% des gens de la population française qui vont au McDo une fois par mois. Donc, on s'est dit, OK, si on veut vraiment optimiser sur des visites qui ont de la valeur, il faut qu'on change la manière d'opérer. Et là, on a regardé les différents DSP. Donc, DSP, je ne sais pas si les gens savent ce que ça veut dire, mais c'est des outils qui permettent d'acheter la publicité. Donc, DV360, The Trade Desk. On a eu l'épisode avec Sébastien. D'accord, il a expliqué. Très bien, parfait. Et en fait, on s'est dit, tiens, c'est vraiment frustrant, c'est dommage, parce qu'en fait, il n'y a pas un outil qui permet d'optimiser sur les visites incrémentales. Sur l'uplift, en fait. Alors, en fait, des techniques qui existent depuis des décennies dans la publicité, sur des campagnes de branding, à savoir mesurer le brand uplift studies, à savoir, je vais cibler une région où ils vont voir la pub télé, je vais cibler une autre région, je vais pas la cibler, et ensuite on va leur envoyer un sondage et on va leur dire, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que là vous avez vu la pub Nike, est-ce que en termes de brand awareness ça a augmenté, bref. Donc pour faire court, on a créé donc notre propre DSP. À ce moment-là, on s'est dit, il va falloir créer nous-mêmes notre tech, notre DSP, qui permet dynamiquement, sur les campagnes, de cibler, je vais prendre l'exemple de Sephora encore, donc on va prendre les femmes entre 25 et 45 ans, ok ? Imaginons que ça soit un potentiel de 500 000 personnes à Montréal. On ne va pas diffuser sur les 500 000 personnes. On va diffuser sur 450 000, par exemple. Donc ça va être le groupe exposé. Et on va garder un groupe, contrôle groupe, c'est les mêmes personnes, sauf qu'elles ne voient pas la pub. Et à la fin, on va comparer les taux de visite des deux segments. Et on va se dire, tiens, c'est intéressant. Les femmes de 25-45 ans, quand elles voient la pub, il y en a 4% qui vont chez Sephora. Et les fans de 25-45 ans, les mêmes, quand elles ne voient pas la pub, il n'y en a que 2% qui vont chez Sephora. Là, ça veut dire que tu doubles le trafic. Et donc là, tu as un super volume de visites incrémentales. Et ça, j'imagine, c'est devenu votre méthodologie best practice pour montrer... Ouais, mais dépendamment de l'objectif. Voilà. Et c'est pour ça que mon objectif aujourd'hui, c'est aussi de, tu vois, je pense que quand on s'est rencontrés il y a quelques années, à l'époque, on n'avait même pas le même nom, tu vois. Donc là, c'est le cas là. Avant, ça s'appelait S4M, ça veut dire succès pour mobile. Donc là, effectivement, on était sur les cases du drive to store only, mobile only, etc. Et donc aujourd'hui, le cas là, campagne, donc acteur de campagne omnichannel. Et beaucoup de branding. Donc pareil, tu vois, quand on va faire des campagnes de branding, pas pour des marques automobiles aussi, on va avoir des partenaires comme Appidemix qui mesurent justement l'uplift en termes de branding. Voilà. Donc oui, c'est toujours en fait, on va toujours optimiser sur des KPI intelligents et pas des KPI un petit peu dépassés, quoi. Donc tu me disais, le but, c'est que vous faites plein de micro-campagnes, dépendamment des codes postaux, des affinités, etc., de vos targets. Et comment, en fait, le geofencing s'insère dans cette stratégie 360 Et d'un point de vue annonceur, est-ce qu'ils doivent déjà préparer en amont plusieurs créas par rapport à ça ? Alors, nous, c'est hyper simple de travailler avec nous parce que on a toutes les ressources en interne. Et on a notamment un studio design qui est basé à Montréal où on va créer des créas, notamment avec la capacité de changer dynamiquement en fonction des localisations. Tu vois, en fait, automatiquement, on va te mettre l'adresse du store le plus proche, ou pour des campagnes limites, ça peut être plutôt pour du branding. Tu vois, par exemple, ce qu'on pourrait faire pour Aldo, automatiquement, en fonction de ce qui se passe au niveau de la météo, première neige, boum, au lieu de mettre en avant des sneakers Aldo, boum, on va mettre les chaussures de neige, etc. Bref. Donc, non, vraiment, il y a un truc, pareil, ça, tu vois, on voit que c'est ancré, en fait. Mais dans les fausses pensées par rapport au drive to store, au geofencing, les gens pensent que c'est compliqué au niveau des assets, etc. Non, c'est simple. C'est vraiment super simple, donc c'est même pas un sujet, quoi. Quand tu dis comment ça s'insère dans une campagne 360, donc pareil, pour moi, en fait, vraiment, et pour moi, c'est le message le plus important de ce que j'ai à dire aujourd'hui. La vraie définition du geofencing, c'est
c'est du bon sens, tu vois. Vraiment, du common sense. Ok. Et c'est pas réservé à juste le mobile, juste la connected TV, juste la digital out of home. Non, c'est juste du bon sens de comprendre qu'il n'y a pas un territoire qui est pareil que l'autre. Et donc, comment ça s'insère dans une campagne 360 degrés ? Eh ben, c'est juste être capable d'avoir des insights avant la campagne pour bien acheter ta campagne 360, pour savoir que dans telle code postale, tu devrais plutôt faire du digital out of home et de la connected TV. Dans un autre, tu devrais plutôt faire du mobile en bas de funnel, en ciblant ton concurrent direct, etc. D'accord. Voilà, c'est vraiment c'est du bon sens. Donc en fait, c'est transverse à chaque campagne, indépendamment de l'objectif, en fait. Ouais, c'est pas une... En fait, le problème, c'est que souvent, les gens nous mettent dans des catégories, tu vois, et tiens, je vais faire du social media. Je vais mettre, je sais pas, genre $100 000 sur du social media. Je vais mettre genre $200 000 sur du YouTube et je vais mettre du geofencing. Mais non, en fait, le geofencing, il va te permettre de mieux acheter ton social media. Il va te permettre de mieux acheter du YouTube. Et d'ailleurs, c'est un peu une exclusivité ce que je vais vous sortir, mais on est en train de sortir bientôt au Canada des offres pour aider les agences à mieux acheter du Facebook, du Instagram, du YouTube. C'est pas une catégorie à part, c'est juste une manière de mieux acheter. Voilà. Et de booster les performances parce que ça cartonne. Merci pour l'exclu sur l'instant Cozy. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Je voulais maintenant aborder la partie un peu l'évolution du geofencing, etc. Et ça m'intéresserait, ça fait 10 ans que tu es dedans, tu as vu énormément de choses qui ont changé, etc. Et en fait, ça m'intéresserait de savoir quel est pour toi, quel va être le positionnement du geofencing dans les prochaines années. Tu vois, il y a l'apparition, maintenant il y a l'IA qui est dans toutes les bouches, etc. Donc, est-ce qu'il y a avec Locala, les équipes ici au Canada, est-ce que vous sentez qu'il va falloir changer quelque chose par rapport à ça, ou est-ce que c'est quoi exactement ton positionnement et ton aperçu par rapport à comment le geofencing va se positionner dans les prochaines années? Pour moi, c'est une évidence que ça va continuer de s'améliorer. Par rapport à la AI, là, j'étais à une conférence à New York la semaine dernière. Et donc, c'est complètement délirant, en fait, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Hein. C'est pas demain, hein. C'est aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que nous, on embrasse la AI. Et on a une chance incroyable parce qu'en fait, la AI arrive pile au bon moment par rapport à notre vision. Okay, parce qu'en fait, j'ai beau avoir des super account managers au Canada, elles restent humaines et humains. Et c'est évident qu'avec toutes les campagnes qu'on a, on va plus pouvoir faire humainement des tactiques à la mano avec 10 000 codes postaux différents si on veut avoir une tactique par code postal. C'est juste impossible. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé depuis le jour 1 à la AI. Okay. Donc, concrètement, nous, ce qu'on a fait, c'est que on a pris la AI de Meta, Llama, je sais jamais comment on dit, si on dit Llama ou Llama, bref, et on l'a entraîné pour réfléchir comme un account manager Locala, donc pour que cette AI ait l'ADN en fait Locala. Et surtout, grosse différence, c'est que on lui a donné accès à notre data brute qu'on héberge. Parce qu'en fait, je m'étais amusé pour une présentation, pour un Lunch and Learn, à poser des questions à ChatGPT, encore une fois, en disant... Ouais, il revient, en disant, ChatGPT, est-ce que tu pourrais me donner des idées de stratégie de geofencing pour Tim Horton face à McDonald's? Et là, ChatGPT, il dit, oui, en gros, je peux pas t'aider parce qu'en fait, je vois pas de données disponibles, fraîches, j'y ai pas accès, quoi. Voilà. Même ChatGPT, voilà. Oui, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est pas magique, hein. Il va pas inventer un truc. Non, c'est un outil qui va te permettre, au lieu de passer 1000 ans à rechercher 2-3 informations dans tous tes courriels, non, ça va te le trouver en 2 secondes. Au lieu de faire des tableaux croisés dynamiques qui te prêtent des plombes sur Excel, ça va te le faire en 2 secondes, mais ça va pas
t'inventer un truc, quoi. Tu vois. Et donc, nous, on a donné accès à cette AI qu'on a boosté, qu'on a entraîné, qu'on a créé. Enfin, c'est une sorte de super account manager made in Locala. Voilà. Et donc, là-dessus, c'est une chance incroyable. Et deuxième point, on est persuadé que l'agentic AI, ça va être la norme, et vraiment, j'aime pas te dire dans plusieurs années. Pour moi, c'est dans quelques mois, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et c'est pour ça qu'on fait partie des premiers acteurs de la publicité de la tech à avoir rejoint Ad Context Protocol, qui permet en fait d'avoir, donc il y a quelques autres acteurs, mais on vraiment fait partie des pionniers, et avoir une sorte de langage commun entre nous pour simplifier la vie, quoi, pour avoir des standards en fait, quoi. Et alors, on arrive déjà malheureusement au mot de la fin. Mais là, pour toutes les personnes qui nous regardent, etc., ça m'intéresserait. Voilà, imagine, je suis un annonceur, etc. Et voilà, et je suis en train de faire ma stratégie 360. Ouais. Et voilà, et là, je te rends compte, c'est quoi un peu ta manière de me convaincre d'aller et de mettre des sous, si je peux dire ça comme ça, d'investir en geofencing avec vous? Écoute, pour moi là, ça va l'air. Tu souris comme si c'était une question un peu piège. Pour moi, c'est la question la plus facile de cette discussion. Ouais, mais je suis pas non plus un Superman, quoi. Non, le produit est bon, et sinon je serais pas resté pendant 10 ans ici. Donc c'est pour ça qu'on a du recurring business, etc. Mais en gros, si je devais résumer, c'est parce que ça marche. Tu vois, donc tout simplement, et c'est pas nous qui le disons. En fait, tu vois, que ça soit sur des KPI, je vais prendre plein de KPI, des KPI de branding, de drive to store, mais sur des KPI de branding, on va voir que en ayant cette tactique ultra locale avec les bons insights, on a plus 25% d'attention sur nos campagnes versus quand on le fait pas. Okay, et c'est pas nous qui le disons, c'est qu'on est traqué par Double Verify. Boum, premier point, attention. Deuxième point, au niveau de la reconnaissance de la marque et appréciation de la marque, on est à plus 70% quand on le fait. Et encore une fois, là, c'est traqué par un acteur qui s'appelle Epidemics, qui va faire des études post-campaign avec ce groupe contrôle, expose, non-expose. Et enfin, sur des logiques de perf, on est à plus 30%. Donc tout simplement ça marche, et après c'est assez facile à comprendre. Je prends un exemple très concret. Je travaille, je bosse chez Nissan, j'ai mon agence, je leur dis et je veux travailler avec les meilleurs partenaires. Moi, tu m'appelles directement avant même la campagne. Avec Nissan, je vais savoir par exemple quels sont tes top 3 concurrents à Edmonton, qui sont pas du tout tes top 3 concurrents à Trois-Rivières, par exemple. Et je vais adapter ça. Et je virai même encore plus loin. Si je prends une marque qui est plutôt dans la même catégorie que Nissan, imaginons Toyota, et ma stratégie sera complètement différente, parce que leur car dealership, ils sont pas installés aux mêmes endroits, peut-être qu'ils ont fait plus de campagnes dans ces endroits-là, peut-être qu'ils sont arrivés au Canada avant, etc. Bref, donc je vais avoir, même avant même la campagne, je sais ce qu'il faut faire, je sais où sont tes clients, où sont tes compétiteurs, etc. Voilà. En fait, moi, dans ce que je vois, dans tout ce que tu viens de me dire en général, c'est que, en fait, si je me mets en tant que client et annonceur, je vois, c'est vraiment un super bon outil, une super belle plateforme. Disons, t'as plein de différentes stratégies, t'as des stratégies always on qui sont beaucoup plus généralisées, et t'as ça qui vient comme en plus de tout ce que tu fais déjà, faire ce côté un peu plus localisé, et qui va augmenter en fait tes chances de à la fois, j'allais dire de convertir, mais aussi même de awareness. Oui, bien en fait, sûr. Ça touche vraiment toutes les différentes tactiques. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, le point le plus important pour moi, c'est que les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est en fait juste une manière de booster les performances, de mieux acheter avec du
du bon sens de chef de PME qui veut vraiment optimiser le moindre dollar qu'il a dans son budget. Et ben là, c'est du bon sens. C'est comprendre que ça n'a aucun sens de faire la même chose partout dans le monde, partout au Canada, etc. Et que voilà, il n'y a pas de choix. Il faut y passer. Il faut y comprendre la réalité de chaque code postal. Ouais, écoute, merci Adrien. On est à la fin du 8e épisode. J'espère que tu as eu un bon moment. Ouais, ça s'est mieux passé que prévu. Enfin, je crois. En tout cas, merci à tous ceux qui nous regardent. Donc, c'était le 8e épisode. C'est la fin de l'année 2025. L'année prochaine, j'espère vous revenir tout autant avec des aussi bons sujets, etc. N'hésitez pas à partager vos commentaires, continuer à liker, encore une fois, partager ou commenter. Et je vous souhaite une bonne journée.